bonsoir tout le monde. Donc, qu'est-ce qu'on aura ce soir? Qu'est-ce que vous allez voir ce soir? Ben, pardon. Donc, d'abord, on va commencer à vous présenter le concept de BAM, briques autour du monde, de quoi est-ce qu'il s'agit. Après, une petite, bien sûr, présentation de l'équipe et de notre invité. Le point après, ce sera, on va commencer à vous décrire qu'est-ce qui se passe dans un atelier concrètement et spécialement dans le skills building. Et après, on donnera la parole à Monsieur Bourdeau, Simon Bourdeau, et comment il utilise Lego Serious Play. Et on va terminer avec des questions et des réponses ce soir. Merci Mathias. En sachant que les questions-réponses, il y en a quelques-unes qui ont été déjà posées à l'avance sur le formulaire d'inscription. Donc, nous allons donner la priorité aux réponses posées par les personnes en avance. Et puis, s'il nous reste du temps, effectivement, nous prendrons des questions en direct. Bien, alors, j'avance pour parler du concept. Donc, BAM, qu'est-ce que c'est et surtout, comment l'idée nous est venue. Donc, l'idée nous est venue vraiment l'idée était de divulguer la méthode LSP et de montrer concrètement ce qu'elle était et quels en étaient les usages. Donc, c'était vraiment de montrer ça en action. On a décidé de faire ça comment? On a décidé de faire ça en faisant venir et en invitant des facilitateurs et des facilitatrices du monde entier pour partager leurs expériences et leurs cas concrets dans un domaine ou un secteur spécifique. Et c'est ce que Simon va faire aujourd'hui dans le secteur de l'enseignement. L'idée, c'était aussi de donner à voir la diversité, c'est-à-dire la diversité des approches, la diversité des secteurs dans lesquels on utilise la méthode Lego Serious Play, et puis la diversité culturelle, le fait que c'est une méthode que l'on utilise partout dans le monde en finalement suivant un petit peu la même méthodologie et le même process. Et c'est ça qui rend notre communauté forte, c'est qu'on peut finalement animer un atelier Lego Serious Play où que l'on soit dans le monde et on aura ce langage commun, même si on ne se comprend pas linguistiquement, à dire ça comme ça. Comment? Donc, l'idée, c'est effectivement, toutes les semaines, un invité ou une invitée vient raconter ses usages spécifiques et répondre aux questions du public. Ah, c'est nous maintenant. Donc, on doit se présenter. Je continue. Je m'appelle donc Laetitia Ramberti. J'ai une double casquette, c'est-à-dire je suis formatrice et facilitatrice et j'accompagne les équipes à mieux travailler ensemble en exprimant mieux leur authenticité. Donc, pour ce faire, effectivement, j'utilise plutôt de la formation d'un point de vue managérial, mais aussi en mode gestion de projet et communication relationnelle. Et puis, pour accompagner les entreprises à mieux définir la stratégie et vraiment à créer une cohésion d'équipe, j'utilise aussi les Lego Serious Play. Je suis moitié italienne, moitié française. Et voilà, je pense que j'ai dit ce qu'il fallait pour aujourd'hui. À toi, Mathias. Voilà, moi, je suis coach, un médiateur et surtout un facilitateur dans la méthode Lego Serious Play depuis 2016. Et moi, j'adore cette méthode parce que je connais aucune méthode qui va si vite et si profond dans si peu de temps. Et ce que je fais, moi, je travaille surtout dans la stratégie et dans le développement des équipes. Et ce que je fais, comment est-ce que... Non, quelle langue? C'est plutôt ça. Quelle langue est-ce que j'utilise? Français, anglais et allemand. Et à voir qu'est-ce qui viendra. Nadia, raconte-nous. Et donc, oui, moi je suis Nadia, Nadia Benedetti, et moi je suis formatrice et facilitatrice spécialisée dans tout ce qui est créativité et innovation. Et donc, mon ambition, c'est d'accompagner les équipes pour qu'elles puissent être
plus créatives et gérer par leur créativité tout ce temps d'incertitude et surtout la complexité. Donc, j'ai fait cela avec l'association de neurosciences et Serious Play, donc les activités ludiques, parce que le jeu est une forme d'apprentissage majeure. Ça permet, dans un cadre sécurisé, d'expérimenter d'autres façons d'agir et interagir, et donc par la pratique virtuelle ou la simulation, si vous voulez, de s'améliorer. Voilà mon expertise. Comme Laetitia, en fait, je suis formée à Lego Serious Play comme Mathias aussi, mais comme Laetitia, je suis française et italienne, et donc, plutôt italienne et française dans mon cas. Et donc, voilà, je travaille en italien et en français, et je suis formée à la méthode depuis 2015. Et enfin, avec nous, notre invité du soir, j'ai hâte, je suis ravie de vous présenter Simon Bourdeau, qui nous appelle, en fait, qui est avec nous depuis Montréal. Donc, Simon, à toi. Merci pour l'invitation. Donc, Simon Bourdeau, oui, je suis facilitateur Lego Serious Play en fait depuis 2013. J'enseigne aussi à l'université à l'UQAM à Montréal en gestion de projet, technologie de l'information, innovation. J'utilise les Lego aussi bien pour faire quelques mandats de consultation et pour faire de la recherche et de l'enseignement. Et c'est surtout le volet recherche-enseignement que je vais couvrir aujourd'hui. Puis voilà. Donc, à moins qu'il y ait d'autres questions, c'est pas mal ça. Alors, qu'est-ce qui fait la particularité de cette méthode? On a commencé à donner quelques pistes, mais Nadia, qu'est-ce que tu peux nous en dire? Oui, on va creuser un petit peu parce que, mine de rien, c'est une méthode qui a de plus en plus de public et notamment dans les secteurs francophones, il y a de plus en plus de personnes qui soit décident de se lancer dans la facilitation avec cette méthode, soit décident de l'adopter en interne dans leurs équipes. Alors, qu'est-ce qui fait que cette méthode est autant prisée? C'est parce que déjà, c'est une méthode qui révolutionne la façon de travailler en réunion ou en temps de travail collectif avec plusieurs facettes révolutionnaires, on va dire. Déjà, elle garantit une communication à 100%. Pourquoi? Parce que la structuration de l'atelier Lego Serious Play fait que tout le monde a son temps de parole et donc tout le monde, le plus timide comme le plus extraverti, s'exprimeront avec égalité des paroles et égalité des temps de parole. Ensuite, en plus de ça, la communication est fluidifiée dans la mesure où, en travaillant avec des briques Lego et en montrant en fait ses idées avec des briques Lego, ça permet à la fois d'ouvrir la sémantique, donc d'élargir les nuances des sens, et ça permet de quelque part d'aligner justement la perception, parce qu'il n'y a pas juste ce qu'on dit, mais il y a aussi ce qu'on voit. Donc c'est beaucoup plus facile d'arriver à une entente, de mieux se comprendre. Et ensuite, ce qu'elle permet aussi, cette méthode, c'est une modélisation en 3D, à la fois des idées, des concepts, mais aussi de la stratégie mentale qu'on a mis en place pour répondre à un défi, un sujet, un challenge, ce que vous voulez. Mais en tout cas, quelque part, en fait, comment nous avons réfléchi à la question, il est représenté dans ce que nous avons construit. Donc, ça permet en fait d'ancrer cette stratégie et éventuellement d'apprendre de nouvelles façons de réfléchir, parce qu'en plus de représenter la stratégie, ça permet aussi de faire une pensée augmentée, dans la mesure où travailler avec les mains, ça permet en fait d'activer davantage des connexions dans les différentes zones du cerveau, et donc ça permet d'aller chercher à la fois la créativité, mais aussi de faire émerger des connaissances qu'on avait, mais on avait oublié d'avoir. C'est souvent ce qui arrive lorsqu'on a tellement acquis, on a tellement de compétences que parfois on oublie d'avoir ces compétences. Avec la méthode Lego Serious Play, on peut faire émerger tout cela, et en plus, cette émergence s'est faite avec les partages avec les autres. Donc, ça veut dire qu'on mutualise ces connaissances, et au fur et à mesure, on passe, grâce à cette méthode, de l'individuel au collectif, avec une implication dans les collectifs qui est beaucoup plus forte que si on avait fait juste de la négociation, parce que quelque part, même dans la construction finale, chacun retrouve en fait sa touche, retrouve son apport, et donc on sera beaucoup plus impliqué dans la mise en œuvre de ce qu'on a décidé ou de la stratégie que nous avons trouvée. Voilà parmi les forces de cette méthode qui font qu'elle est très prisée. Est-ce que j'en ai oublié quelques-unes? Oh, mais oui, vas-y Mathias. Si jamais Oui. tu as oublié quelque chose,
j'ai mis le lien dans le chat. Donc là, vous pouvez trouver encore un peu plus de la méthode. Vous pouvez aussi trouver notre premier webinaire, ce qu'on avait 6 semaines avant. Oui, tout à fait. Tout à fait. Dans le premier webinaire, effectivement, il y a de l'histoire, il y a des usages, il y a qu'est-ce que c'est que Lego Serious Play, qu'est-ce que ce n'est pas Lego Serious Play. Donc, allez voir et vous aurez plus d'informations. Ça répondrait presque à quelqu'un qui posait une question dans la chat avec les mesures Covid. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui avec les formations dans les mois à venir? Donc ça, c'est une photo qui a été prise il y a la semaine dernière ou il y a 10 jours, je crois. Pas en France, mais bon, pas loin. Oui, et même avec les Covid, avec les précautions qu'il faut, en fait, on va quand même pas renoncer forcément aux ateliers Lego Serious Play. Lorsqu'il y en a besoin, on ne va pas les faire pour les faire, mais bien sûr, en faisant attention aux conditions sanitaires, on peut, comme vous pouvez les voir, on peut travailler avec les Lego, avec les briques Lego. Maintenant, pourquoi cette photo? C'est parce que nous, on voulait aussi, avec cette série de webinaires, certes, vous présenter des experts comme Simon, mais aussi reprendre une question qui revient très régulièrement, c'est-à-dire, c'est quoi un atelier Lego Serious Play? Qu'est-ce qui se passe dans un atelier Lego Serious Play? Et donc, notre idée était, puisqu'il y a souvent cette question, illustrons qu'est-ce que c'est un atelier Lego Serious Play. Et donc, à chaque épisode, on a pour ambition aussi de vous montrer ou vous illustrer comment ça se passe lorsqu'on met en place un atelier Lego Serious Play. Aujourd'hui, les sujets, c'est les skill building. Le skill building, c'est la toute première étape d'un atelier. Et skill building veut dire ni plus ni moins que construction des compétences. Alors, pourquoi cette étape? Souvent, on se pose la question et souvent, en fait, les personnes se disent, bon, moi, est-ce que c'est vraiment nécessaire? Tout le monde sait construire avec des Lego. Eh bien, c'est pas si évident que ça. Et le skill building est là justement pour s'assurer de plusieurs choses. Déjà, que tout le monde dans la salle puisse avoir les niveaux nécessaires et suffisants de facilité dans la gestion en fait, des briques, donc la manipulation, dans les montages des briques les unes sur les autres. C'est pas une évidence. Il y a des personnes qui n'ont jamais touché aux briques Lego et il y a des personnes pour qui c'est pas si intuitif d'imbriquer les briques ou qui peuvent être tout simplement un peu intimidées par l'effet que c'est une activité nouvelle. Aussi, c'est l'occasion pour les facilitateurs d'observer qui est dans la salle, quelle est l'ambiance dans la salle et comment les gens interagissent ou agissent tout simplement, et aussi prendre connaissance d'éventuels problèmes, comme ça peut arriver parfois, moi ça m'est arrivé, des personnes qui ont des problèmes de mobilité aux mains, par exemple, des personnes qui ont des mutilations. Ça peut arriver. Donc, dans ces cas-là, le skill building sert aussi à avoir une stratégie de gestion de ça. Mais la fonction principale, c'est vraiment la construction des compétences. Quelles compétences? Je vais vous les présenter au fur et à mesure. Les skill building, en tout cas, visent vraiment l'alignement des compétences pour que tout le monde, une fois qu'on rentrera dans la vif du sujet, dans les vrais ateliers, puisse se sentir à l'aise avec les briques et avec la construction, mais pas que. Et ensuite, se focaliser sur les sujets et ne plus se préoccuper sur le comment faire pour gérer les sujets. Or, les briques. Ah oui, je sais, je parle beaucoup, je suis italienne, ça revient régulièrement. Et effectivement, si on veut illustrer, il n'y a rien de mieux que de mettre les mains dans les briques. Alors malheureusement, c'est un webinaire, donc je ne sais pas si vous, à la maison, vous avez des briques ou pas. Mais moi, je vais faire appel à mes garçons dans la salle virtuelle, donc Mathias et Simon, pour vous illustrer qu'est-ce qui se passe dans un skill building, qui est une séquence qui peut durer de 30 à 45 minutes, enfin pardon, de 45 minutes à 1 heure en fonction du nombre des personnes. En sachant que, comme d'habitude, tout le monde doit construire et donc raconter. Donc, dans un skill building, on a déjà introduit normalement la théorie, donc comment ça se passe, le cœur du processus. Donc, on pose une question, chacun construit les modèles pour répondre à la question, ensuite on partage ces modèles et enfin on en tire les conclusions, on fait de la réflexion autour. Et normalement, cette étape s'est faite avec un sachet de briques comme celui-là, avec plusieurs briques, pour simplifier les choses. Et pour que Oui, merci. Pour que ce soit encore plus percutant
on va simplifier la donnée. Et donc, j'invite mes garçons, Simon et Mathias, à prendre les briques pour construire les célèbres canards Lego. Et d'ailleurs, je vais vous demander justement d'utiliser tous ces briques pour construire un canard. Bon, je vous laisse le temps de la construction. Pour les autres, sachez que normalement, avec les sachets normaux de briques qu'on a dans cette étape, la première construction, c'est serré en tour. Mais nous, on la détourne pour que ce soit plus simple. Voilà, voici les canards de Simon. Montre-nous. Montre-nous ces canards. Attends. Ah, voilà. Donc, on peut dire qu'on reconnaît les becs, les pattes, la queue. Et où est le canard de Mathias? Mathias. Voilà. Oh. Et voilà les canards. J'ai construit un canard bien. Super. Donc, je vous ai donné le challenge, construire un canard. Vous avez construit votre réponse. Voici les canards, vos canards. Et maintenant, donc vous avez partagé vos canards. Maintenant, il est temps de tirer les conclusions. Et alors, là, l'apprentissage principal à retenir et à partager avec les participants, c'est vous savez construire avec les briques Lego. Ni plus, ni moins. C'est juste une étape où on teste et on vérifie que tout le monde est en mesure d'imbriquer des briques Lego. Après, si on voulait aller sur la Lego Old School, Lego dirait aussi, et ça je l'ai dit parce que je viens du monde Lego Éducation où les cas est très utilisé, vous savez aussi que vous êtes tous créatifs. Pourquoi? Parce que vous avez eu les mêmes problèmes, les mêmes données, les mêmes variables, donc les mêmes briques, et vous avez construit deux solutions différentes. Donc on sait à la fin de cette étape qu'on est tous créatifs et qu'on est tous en mesure de construire avec des briques Lego. Et on passe à l'étape suivante. J'espère que vous avez gardé votre canard, parce que maintenant, le défi que je vous lance, c'est modifier votre canard en un aspect. Donc, modifier, ça peut être enlever ou déplacer dans votre cas, pour représenter votre vision du meilleur ami. Et c'est parti. Et normalement, on peut dire, parce que eux, ils ont, même si on parle normalement, c'est un temps, le temps de construction est un temps de silence, mais vu que ce sont des facilitateurs, on se dit que bon, ils peuvent faire même avec des bruits de fond. Mais cette transformation, effectivement, ce temps, c'est un temps de construction en général qui est assez rapide parce que justement, on évite avec la rapidité de construction, on évite de trop réfléchir et de faire une réunion avec soi-même. C'est ce que Robert dit souvent, c'est ne faites pas une réunion avec vous-même et effectivement, plongez les mains dans les briques parce que vos mains, elles, savent et de faire confiance effectivement à ses mains. Super. Alors, c'est le moment de partager. Simon, à toi. Oui. Donc, tu voulais que je transforme mon canard pour décrire ce qu'était un ami, c'est ça? Ou les caractéristiques d'un ami? Et donc, ce qui nous intéresse, c'est qu'est-ce que tu as modifié et en quoi, en fait, ça représente ta version. Donc, en fait, j'ai pris les pattes et j'ai créé une bouche parce que c'est quelqu'un avec qui on veut échanger, mais qui va être aussi là pour nous écouter. Donc, c'est à la fois un échange bidirectionnel. C'est une Super. modification que j'apporte à mon canard. Merci beaucoup, Simon. Mathias, ton canard. Voilà, c'est mon canard. Donc, la bouche, elle est fermée maintenant et elle regarde à côté. Donc, il regarde à côté. Donc, le canard me regarde maintenant et la bouche est fermée. Donc, le canard est temps de m'écouter. Donc, voilà, de me regarder et de m'écouter. Ça, ce sont des qualités que j'aime bien avec à mes amis. Super. Merci beaucoup, Mathias. Et comme avec ce partage, donc, on va en tirer les conclusions. Quel est l'apprentissage majeur à la fin de cette étape? C'est que maintenant, les briques Lego ne sont plus juste des briques, mais ce sont plutôt, en fait, devient une métaphore de quelque chose d'autre. Donc, on passe de la construction analogique à la construction métaphorique, et donc, on utilise les briques pour représenter un concept, une idée, quelque chose d'autre que les briques en elles-mêmes. Donc ça, c'est la deuxième étape. Se suit une troisième étape que nous n'allons pas faire, mais je vais juste vous la raconter. La troisième étape, c'est donner un sujet un peu plus
peut-être proche en fait du sujet de l'atelier, mais en tout cas donner un sujet sur lequel on va construire à liberté et peut-être en utilisant toutes les briques, enfin en tout cas à liberté par rapport aux briques qu'on a à disposition dans les sachets Exploration Bag. Et l'idée, c'est que tout le monde construit sa version du sujet. C'est pas juste modifier, mais c'est vraiment construire des zéros et dans sa version du sujet. Et ensuite, on partage cette version, les sujets pouvant être mon collègue idéal ou bien qu'est-ce qui me donne de l'énergie au travail ou qu'est-ce qui me motive en fait dans ma vie professionnelle, ce genre de sujet ou quelle est l'organisation dans laquelle je me sens bien, enfin c'est ce type de sujet. Chacun construit et en fait, la construction au final, ce sera non plus une métaphore d'une seule idée, mais un ensemble de métaphores un peu plus articulées, un peu plus complexes, qui nous montrent, et c'est ça l'apprentissage, que tout le monde peut avoir son opinion donc, sur les sujets, et si c'est bon pour la personne, c'est bon pour tout le monde, et aussi qu'on sait faire donc ce qu'on appelle un jargon Lego Serious Play de storytelling. Donc on sait construire des histoires, donc des métaphores complexes ou des histoires un peu plus articulées. Et là, se termine l'étape des skill building, se termine au moment où on sait pertinemment que chacun sait construire avec des briques Lego et chacun est rassuré sur son potentiel créatif. Chacun sait faire des métaphores et chacun sait assembler plusieurs métaphores pour construire une histoire. Et là, on arrive à la fin du skill building. La prochaine fois, on vous présentera les autres techniques, et en particulier pour la prochaine fois, ce sera la technique de construction des modèles individuels. Il y en a plusieurs, et c'est des techniques qui passent de l'individuel vers les collectifs. Qu'est-ce qu'on emporte, Mathias? Donc, qu'est-ce qu'on emporte du skills building? D'abord que tout le monde et vraiment 100% des participants participent à 100% pendant 100% du temps. Voilà. On apprend de construire, vraiment de construire donc la technique de construction et qu'on laisse penser les mains, qu'on arrête de penser avec le cerveau, qu'on pense vraiment avec les mains. Donc, et après, quelque chose qui est très important, c'est de s'exprimer par métaphore. Donc, donner beaucoup de sens dans des tout petits briques pendant l'utilisation de Lego Serious Play. Et finalement, presque finalement, on donne son opinion sur un sujet sans être jugé. Et bien sûr, on écoute aussi les opinions des autres. Donc, c'est un vrai échange pendant un entretien Lego Serious Play. Et finalement, on construit ces réflexions en 3 dimensions. Ben voilà, c'est ce qu'on emporte. Et comme tu as dit, Nadia, dans les prochains webinaires, on va vous montrer les autres techniques. Donc, il y en a 7, donc AT1 jusqu'à AT7. Et on fera AT1. Il est allemand, il sait compter. Hein? Il est allemand, il sait compter. Tu peux compter sur moi. Merci. Mais franchement, on a vraiment beaucoup parlé maintenant. Et à mon avis, on laisse parler Simon maintenant, n'est-ce pas? Génial. Donc, c'est mon tour. Merci beaucoup pour l'introduction. Merci beaucoup pour l'invitation. Je vais essayer de parler pas trop rapidement parce que j'ai tendance des fois à parler un peu rapidement. J'espère que l'accent vous convient, que c'est quand même assez clair. Donc, la belle équipe de BAM m'a approché pour venir discuter de Lego Serious Play et de ce que j'en fais dans mes cours en pédagogie et en recherche. Je dois vous dire d'entrée de jeu, je ne suis pas un puriste Lego Serious Play dans le sens que j'utilise les Lego, la méthode Lego Serious Play, mais j'ai aussi trafiqué l'utilisation des Lego et surtout de certains éléments sous-jacents à la méthode Lego Serious Play. Donc, le fait d'utiliser des briques comme langage de communication, le fait de construire individuellement avant de communiquer. Donc, tout ça, je le réutilise, mais pas toujours exactement comme c'est prescrit par la méthode. Donc, j'ai un peu trafiqué le tout. Le but, en fait, c'est
c'est dans le volet pédagogie, j'enseigne principalement à l'université, mais le but, c'est de faire vivre des expériences en classe, donc un peu de flipper la classe. On vient de perdre Mathias, je crois, qui va se rebrancher. C'est lui qui avait les diapositives, mais on va continuer sans ça. Donc, la première chose que j'essaie de faire en pédagogie, c'est bien de m'assurer que les étudiants qui ont souvent peut-être pas plein d'expériences professionnelles puissent vivre une expérience en classe. Donc, c'est pour ça que je vais essayer de faire une espèce de simulation, de refléter ce qui se passe dans les vraies organisations. Et souvent, c'est que ça permet aussi de mettre en pratique des choses plus théoriques qu'ils ont lues dans des cas, dans des livres qu'on va avoir discutés. Donc, c'est cette idée-là de flipper aussi la classe, donc faire des expériences, échanger, puis par la suite, utiliser les Lego pour créer un univers. Ça va? Donc, là, je lève le doigt pour passer à la prochaine diapositive parce que je n'ai pas le contrôle sur. Pardon, j'étais frozen. On peut compter sur moi, mais pas sur ma connexion d'Internet. Hein. Génial. Donc là, on lève le doigt comme ça pour faire. On avance. Donc, ici, j'avais quelques exemples. Tu peux peut-être en avancer quelques-unes. Donc, pour ceux et celles, donc je vais faire un résumé. Pour ceux et celles qui veulent avoir plus de détails, mes coordonnées, vous pouvez me joindre, ça va me faire plaisir d'avoir des rencontres individuelles, de répondre à vos questions, de vous partager du matériel que j'ai développé et que j'utilise. En fait, étant pas consultant, étant payé par l'université, je développe du matériel et je le donne gratuitement. Donc, je ne fais pas payer les gens pour ça et je ne suis pas consultant, donc je n'ai pas vraiment rien à vendre, mais je m'en sers dans les cours et j'adore pouvoir partager ce que je fais. Donc, ici, les exemples. Donc, dans mon cours d'introduction à la gestion de projet, j'utilise la méthode Lego Serious Play telle quelle, donc où je mets les étudiants dans des situations et on fait, je sais pas, à travers des questions, les faire réfléchir sur quels pourraient être les besoins ou la précision. À travers les modèles qu'ils vont construire, ils vont amener des précisions sur ce qui pourrait être les besoins des différentes parties prenantes, par exemple, rattachées à un projet. Donc, c'est un genre d'exemple où j'utilise la méthode telle quelle. J'ai un autre exercice sur développer les compétences en estimation où là, j'ai pris les boîtes Lego et pour estimer précisément, ben, 2 éléments clés, c'est plus l'information qu'on a est riche et précise, généralement plus les estimations sont précises et aussi l'expérience qu'on a. Donc, grosso modo, je sépare les étudiants en 3 grandes catégories. Certains étudiants vont avoir une description de ce qu'ils vont construire. Par exemple, il y a un modèle d'avion, donc ils ont une description textuelle de l'avion à décrire. D'autres équipes vont avoir une image, seulement la boîte, et la troisième groupe d'équipes vont avoir le livret de construction, d'accord? Et basé là-dessus, ils doivent estimer le temps de construction et les différentes étapes. Après, on leur donne les Legos, ils se mettent à construire. Au bout de 5 minutes, on dit pause, ils réajustent leur estimation. Ils finissent finalement la construction au bout d'une vingtaine de minutes. Et là, on voit les variations en termes de précision d'estimation. Et c'est des petits exercices ludiques qui permettent de mettre en pratique des concepts qui, des fois, comme le concept d'estimation, qui sont peut-être plus difficiles à saisir. D'accord? Donc, ça, c'était en gestion de projet. Dans mon cours de fondement du travail collaboratif, ben là, c'est pour faire expérimenter le travail en présentiel versus à distance. Un exercice que l'on fait, c'est qu'on a des équipes qui doivent construire, entre autres, par exemple, une gare et un train. Donc, il y a des équipes qui sont localement au même endroit avec toutes les briques, donc ils le font ensemble. Et on a d'autres équipes qui, en parallèle, travaillent dans des pièces séparées et utilisent Zoom ou une plateforme de travail comme Teams ou Zoom pour faire la même chose, sauf qu'une équipe doit faire le train et une équipe doit faire la gare. Et il y a des contraintes de longueur, de largeur, de hauteur. Et donc, ils vivent vraiment la difficulté de communicationnelle, séparation des rôles, des responsabilités dans le travail à distance. Donc, le Lego me sert à créer une simulation, un contexte sur lesquels je viens faire des liens avec des concepts plus théoriques et des pratiques. Donc, ça, c'était dans mon cours de fondement en gestion de projet informatique. Ah oui, ça, je m'en sers vraiment à la fin pour faire une synthèse. Donc, c'est un cours de maîtrise. Qu'est-ce qu'ils ont retenu, les principaux défis rattachés à la gestion de projet. Donc, c'est vraiment une approche beaucoup plus traditionnelle. Et bien entendu, c'est ça que je fais aussi. J'utilise les Lego et je combine d'autres techniques. Donc, quand j'enseigne, par exemple, le Business Model Canvas ou le Value Proposition que vous connaissez peut-être, donc généralement, on utilise des post-it. Mais là, j'imprime des grandes feuilles et là, on vient construire des modèles qu'on vient déposer dans les cases et on fait des liens. Donc, ça permet de faire ça. Design Thinking, tantôt, je vais vous montrer un travail de recherche que j'ai fait,
qu'on a publié cette année où on a utilisé les Lego dans la partie d'idéation. J'ai aussi Lego for Scrum, qui est une simulation que vous avez peut-être déjà vue, que nous, on a adaptée à un contexte. Et là, tout dernièrement, on vient de transférer vers Minecraft, compte tenu de la pandémie. C'est intéressant Minecraft, mais c'est jamais aussi pertinent que faire vraiment un atelier en présentiel en manipulant physiquement des Legos. On se rend compte qu'il y a quand même des limites au travail à distance. Tantôt, il y avait une question sur est-ce qu'on peut faire des ateliers COVID? Oui, c'est possible. De le faire à distance, moi, dans 2 semaines, je fais un atelier avec des gens chez Rio Tinto où ils vont être à distance, mais on va simplement faire les modèles individuels, faire des modèles où on doit mettre toutes les monnaies en commun, beaucoup plus difficile. Donc, il y a quand même certaines limites. Et il n'y a rien comme un atelier où on manipule des vraies briques Lego en présentiel. On espère qu'on va y revenir assez rapidement. Puis, bien entendu, dans mes cours, j'utilise d'autres méthodes parce que je ne veux pas saouler non plus les étudiants. De faire 15 semaines de Lego à toutes les semaines, ça devient un peu lourd. Donc, c'est un peu de varier. Puis surtout que, moi, ça fait une vingtaine d'années que j'enseigne à l'université. Et les étudiants ont toujours 20 ans, ils ont toujours le même âge. Nous, on vieillit, sauf qu'on voit qu'il y a des variations dans la façon d'apprendre, le niveau d'attention et tout. Donc, d'amener ce genre de méthode-là, ça permet d'aller chercher, de créer une certaine motivation et surtout de vivre des expériences différentes. Je fais de la recherche sur différents éléments. Donc, je fais de la recherche en gestion de projet, sur le risque, sur l'innovation, mais j'ai un volet de recherche sur l'aspect pédagogie, entre autres, mais je m'en sers également pour faire de la recherche sur, dans ce cas-ci, c'est l'étude qu'on a publiée cette année, à CAI qui est une conférence importante sur le design d'interface. D'accord? Donc, je ne sais pas si vous êtes familière avec le design d'interface, interface téléphone, interface d'ordinateur. On utilise souvent des ateliers de design thinking pour faire ça. Pour ceux et celles qui sont peut-être moins familiers, grosso modo, c'est qu'on identifie une problématique, une phase d'idéation, on fait du prototypage. Et donc, ici, dans la phase d'idéation, souvent, quand on fait du design d'interface, on va avoir des gens qui viennent, on va avoir des designers, on va avoir des informaticiens, on va avoir des usagers, donc des gens qui viennent de plusieurs parties d'une organisation, donc différentes parties prenantes. Et on va les engager dans un cycle itératif de pensée divergente. Donc, on va essayer d'aller chercher différentes idées. Donc, l'idée, c'est d'avoir le plus de possibilités qui vont répondre aux besoins des usagers. Généralement, là, on peut passer à la... C'est qui? C'est Laetitia qui a le contrôle. Donc, c'est juste montrer les autres points. Je peux peut-être tous les faire descendre sur cette page-là. Donc, dans les ateliers, pour ceux et celles qui n'en ont jamais fait, c'est souvent, on est dans un même local. On va très souvent utiliser des techniques de brainstorming, le post-it, le sketching, et ce sont les deux outils, en fait, les plus souvent utilisés lorsqu'on fait du design d'interface. Donc, il y avait Natasha Genesee, Design Thinking is obsessed with only one tool, post-it notes. Ce qui est bien, mais il y a quand même certaines limites. Et on s'est demandé, est-ce qu'on pourrait pas utiliser d'autres matériels pour faire du design d'interface, dont des Lego, et voir les avantages et les inconvénients de tout ça. D'accord? Donc, tu peux peut-être juste descendre les autres points. Ici, en fait, c'est qu'on s'est dit, quand on sketch, il y a deux problèmes. Donc, les designers, souvent, ont un certain talent pour dessiner, mais les gens qui sont peut-être les usagers, les informaticiens, sont peut-être moins à l'aise. Donc, dessiner, il y a toujours une petite gêne par rapport à ça. Et donc, ça, c'était un des problèmes. Et l'autre problème, c'est que lorsqu'on met, par exemple, un post-it avec un nom, ça ferme une idée. Donc, il y a moins de possibilités d'avoir des discussions, de rebondir là-dessus. Donc, on s'est dit, on va voir qu'est-ce qui est peut-être le plus efficace en termes de créativité, d'originalité au niveau du design d'interface dans la phase d'idéation. Donc, on a lancé une étude. Là, on peut. Lancer une étude, il y a une petite vidéo, je ne sais pas s'il est disponible parce qu'on a eu un changement au niveau. Donc, je ne présenterai pas la vidéo, je vous l'enverrai si jamais vous voulez. Ça montrait simplement l'environnement dans lequel on a fait une expérience. Donc, on a fait ça au Tech 3 Lab, qui est un laboratoire de neurosciences chez Montréal, où on a pris des équipes, on leur a donné
on l'a fait individuellement et en équipe. On leur a donné des personas qu'on avait enregistrés dans des contextes. Donc, ils devaient faire des interfaces pour un usager d'un hôpital et un pharmacien dans un hôpital en fonction des besoins qui étaient décrits dans une petite capsule d'une minute et demie. Et des équipes le faisaient en papier, d'autres le faisaient en Lego. Après, ils inversaient. Donc, pour voir un peu vers où ils s'en allaient, ils devaient par la suite présenter leur interface, donc enregistrée, et par la suite des spécialistes en design. On avait 3 personnes qui venaient évaluer tout ça. Donc, ça, c'est la mise en contexte. Elle était partie. Donc ça, c'est les résultats. Donc, peut-être montrer les deux. Donc, vous voyez en bas, donc, on a plus les représentations classiques d'interface avec les différentes fonctionnalités, les ondes. Et dans la partie en haut à gauche, c'était des interfaces qui ont été faites à partir de Lego. Et c'est beaucoup plus difficile à interpréter. Donc, c'est très important que les gens racontent l'histoire et décrivent un peu ce qu'ils ont fait. Et ça, c'est une des forces, je trouve, de l'approche Lego Serious Play. C'est que les gens, oui, construisent, mais la construction, en bout de ligne, on s'en fiche. C'est l'histoire qu'ils vont raconter avec ce modèle-là. Et c'est les questions puis les idées qui vont émerger de ça qui est la grande beauté. Donc, il y avait les histoires qui étaient racontées sur les modèles faits en Lego étaient beaucoup plus riches. Et l'élément clé qui est ressorti de cette étude-là, entre autres en utilisant la minifigure, c'est que l'usager est redevenu au centre des préoccupations. Et juste le fait de ramener l'individu au centre de la discussion changeait tout pour les gens les gens qui sont spécialistes en design d'interface. Cet élément-là a été comme une grande révélation. Bref, ça a été super comme projet de recherche. Et donc, peut-être prochaine diapositive. Je pourrais vous transmettre l'étude si jamais ça vous intéresse. Donc, il y avait 4 petites idées que je voulais partager avec vous. Donc, ce qu'on a remarqué, c'est que les Legos déclenchent et soutiennent la pensée divergente parce que, justement, les gens qui ont participé ont trouvé ça un peu plus difficile parce qu'on est habitué d'écrire, mais de devoir faire une interface en 3 dimensions, ça les a mis dans une situation inconfortable, mais c'était quand même sécurisant parce que c'était des Legos, puis on pouvait assez rapidement arriver à quelque chose. Donc, ça a forcé les gens à aller dans des zones qu'ils n'avaient peut-être pas anticipées. Et pour les non-concepteurs qui étaient mal à l'aise à dessiner, puisque c'était des Legos, c'était sécurisant parce qu'ils arrivaient à faire quelque chose de beau, présentable et raconter ce qu'ils voulaient comme idée. D'accord? Donc, c'est le premier élément. Le deuxième élément, peut-être à emporter, c'est que, en fait, ce qui a ressorti, donc, quand on comparait le papier, les interfaces faites en papier et crayon versus ceux faits en Lego, en termes de nombre d'idées, quand on les comptait séparément, il n'y avait pas de différence majeure. En termes de catégorie d'idées, c'était à peu près les mêmes. En termes d'originalité, un concept plus difficile à évaluer, il n'y avait pas non plus d'énormes différences. La grosse différence était au niveau de la richesse, comme je racontais, de l'histoire et la profondeur avec laquelle on était capable de décrire, de mettre en contexte, ce qui permettait, surtout qu'on avait 2 personnes qui faisaient du design ensemble, se relançaient sur des idées et étaient capables d'aller pousser beaucoup plus loin les idées, les possibilités et les enjeux. Donc, c'était vraiment un gros plus par rapport à ça. La troisième idée. Super. Donc, comme je l'ai mentionné tantôt, un des éléments, en fait, une des contributions clés de cet article-là, c'était de remettre vraiment, de recadrer l'histoire autour de l'interaction, de remettre l'individu dans la discussion. Et parce que très souvent, quand on fait du design d'interface, on rentre dans les techniques, dans les fonctions et on oublie à qui ça va servir. D'accord? Donc, toute cette notion-là de user experience, les Lego permettent vraiment de représenter tout ça. Et finalement, le dernier point, l'idée d'avoir des métaphores, d'avoir des éléments qui sont imprécis, qui ne sont pas très précis, parce qu'on regarde un modèle, tant qu'on ne nous a pas raconté ce que c'est, on peut l'interpréter de plein de façons. Et ces interprétations diverses permettent justement d'amener dans des zones ou d'amener des idées qu'on n'avait peut-être pas anticipées. Puis là, on peut pousser beaucoup plus loin et rapidement la créativité, l'innovation, parce qu'on est dans un environnement sécuritaire, puis parce que ce n'est pas très précis les Legos, et parce que des métaphores nous permettent de sauter plus loin. D'accord? Donc, voilà, c'était pas mal tout ça. Là. On m'avait donné 20 minutes et je voulais surtout garder aussi du temps pour les questions-réponses. Donc, j'espère que j'ai rempli ma mission ici pour la présentation. Donc, question, quels sont les 3 enjeux majeurs où la méthode Lego Serious Play te permet d'avoir plus d'impact? La manière dont j'ai interprété cette question-là, c'est peut-être les 3 principaux avantages ou pourquoi cette méthode-là est si puissante, aussi bien en organisation qu'au niveau de l'enseignement.
Le premier élément, puis ça a été mentionné tantôt, entre autres, 100% de participation. Ça permet vraiment d'avoir, donc, d'aller chercher tout le monde. Donc, entre autres, quand j'enseigne, même les gens qui sont plus réservés vont participer, vont s'exprimer à travers le Lego. La méthode fait aussi qu'on a notre espace pour parler, pour réfléchir. Donc, c'est vraiment très, très puissant. Puis on a parlé de participation, mais moi, c'est toujours le même exemple que je prends pour faire pour parler de participation, c'est que les gens ne vont pas juste participer, ils vont être impliqués dans le processus, dans la réflexion. Puis pour faire la différence ou la distinction entre participation et implication, je prends toujours l'exemple du déjeuner ou du petit déjeuner nord-américain, où dans un petit déjeuner nord-américain, généralement, on trouve du bacon et des œufs, d'accord? Et dans la préparation de ce petit déjeuner-là, la poule, elle, a participé alors que le cochon est impliqué, d'accord? Et le Lego Serious Play permet de vraiment aller chercher l'implication des gens parce qu'on se sent investi dans ce qui est demandé dans le projet sur lequel on travaille. D'accord? Donc, il y a l'implication. L'autre élément qui est assez important, c'est la possibilité de faire, on a parlé de storytelling, mais moi j'aime bien parler de story making parce qu'on prend un modèle et ça arrive souvent de voir des gens, ils font un modèle, puis tantôt, je pense que c'est Laetitia qui a dit, il ne faut pas trop réfléchir, il ne faut pas avoir de rendez-vous avec nous-mêmes, mais quand on se met à construire, on met des choses, et souvent des gens ont un modèle, mais ils ne savent pas quoi raconter, et là, ils se mettent à parler à travers le modèle, et il y a des éléments qui émergent. Et souvent, c'est des idées assez incroyables, c'est des points de vue, parce que oui, on peut partager des opinions, mais on peut partager des idées, on peut partager des perspectives. Donc ça, c'est un autre élément qui, selon moi, est très, très puissant, puis rattaché avec la notion de métaphore. Et le troisième point qui, pour moi, est un élément clé, c'est que c'est un environnement ludique. Dès qu'on sort des Legos avec de la couleur, donc on revient en enfance, ça nous sort de nos habitudes, de nos façons de réfléchir, de nos carcans, puis c'est sécuritaire. Donc, même si on se trompe, c'est pas grave, il n'y a pas vraiment de conséquences. Donc, c'est pour ça que, pour moi, c'est un des éléments qui sont des avantages et qui permettent d'avoir des impacts. Donc, la notion d'implication, le ludique et le story making. Donc, je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Si jamais la personne qui a posé cette question-là est présente puis ce n'est pas précis, n'hésitez pas à relancer d'autres questions. Super. L'autre question, donc, la méthode Lego Serious Play peut-elle être appliquée à la modélisation des systèmes d'information? Je ne sais pas ici ce que la personne avait en tête comme question quand on parlait de modélisation de système d'information. Moi, dans les cours d'analyse et de conception de système d'information, on fait des DFD, on fait du BPMN, ANSI, donc la modélisation plus classique. La méthode est mal adaptée au fait de venir modéliser un processus. On peut discuter des enjeux, des problématiques, des goulots d'étranglement, des solutions à amener si on veut faire de la transformation de processus, mais une modélisation en tant que telle de système d'information, ce n'est pas nécessairement l'énergie et l'effort qui va être le mieux investi, selon moi. D'accord? Donc, parce qu'il ne faut pas oublier qu'une méthode, la méthode Lego Serious Play, sert surtout on se sert dans une situation où on n'a pas de réponse exacte. Si on connaît la réponse, puis on veut une validation, ce n'est pas vraiment ce qu'il y a de mieux. C'est une situation où il y a des possibilités, puis on veut évaluer ces différentes possibilités-là. D'accord? Donc, ça, c'était la deuxième question. J'espère que j'ai répondu. La troisième, donc, comment intégrer les Legos dans un processus d'apprentissage avec 35 élèves en face de soi? Donc, un atelier Lego Serious Play classique, là, où en tant que facilitateur, on anime autour d'une table et là, tout le monde construit puis tout le monde parle un après l'autre. Généralement, entre 8 et 12 personnes, moi, c'est les ateliers que je trouve le format idéal. Quand on arrive à 35, on ne peut pas être partout en même temps. Donc, les techniques, c'est souvent que je vais séparer en sous-groupes de 4 personnes par table. Et là, je vais donner 4-5 personnes par table maximum. Et là, je vais leur donner beaucoup plus d'autonomie, dans le sens que je vais leur demander de construire surtout des modèles individuels. Je vais leur expliquer la technique. On part toujours de la tour, puis par la suite, on fait un peu de skills building. Et je vais leur rappeler de parler toujours à travers le modèle. Donc, on pointe sur le modèle, on n'hésite pas à poser des questions. Donc, toutes les techniques de base qu'on apprend lorsqu'on devient facilitateur Lego Serious Play, j'essaie de leur transmettre. Et ils voient très, très bien la puissance et l'expérience qu'ils vivent est intéressante par table. Et très souvent, ce que je fais,
Quand je demande, par exemple, c'est quoi les avantages, les inconvénients, les bloquants, ils font ça par table. Puis par la suite, je demande à chacune des tables d'identifier les 2, 3, par exemple, barrières qu'ils ont vues. Si on parlait de barrières par rapport à l'implantation de système, là, chaque table, après, on fait table par table, et là, une personne par table partage les idées qui viennent de ce groupe-là. D'accord? Donc, ça, c'est une façon de faire, et c'est toujours possible de s'ajuster. D'accord? Donc voilà, j'espère que j'ai répondu à la 3e question. Puis, comment utiliser le Lego dans l'enseignement à distance? Ben, c'est possible, c'est peut-être moins évident. Là, on l'utilise dans un cours. J'enseigne avec un collègue le cours de résilience, risque et catastrophe, et on a des étudiants partout sur la planète. Donc, la prochaine session, on va les revoir en janvier, et ils vont devoir utiliser les Legos dans le cours. Là, il y avait la question d'envoyer les Legos en Afrique, un peu partout sur la planète. Ça, c'était un enjeu. Et quand on utilise les Legos à distance, on peut principalement utiliser la méthode où on fait de la construction individuelle, et par la suite, on présente le modèle un peu comme on le fait tantôt. Ça reste, selon moi, quand même la méthode la plus... tous les ateliers se basent sur cette méthode-là, et c'est ce qui est quand même assez puissant. Donc, on va faire ça. Le seul enjeu quand on fait ce genre d'exercice-là à distance, il faut s'assurer que tout le monde ait le même ensemble Lego partout pour idéalement, éviter que certaines personnes aient plus de pièces que d'autres, pour pas que le matériel utilisé devienne créer de la distance. Donc, on veut s'assurer que tout le monde ait les mêmes Lego pour pas qu'il y ait de jalousie, si on veut. Donc, c'est pour ça que là, on va leur envoyer. L'atelier que je devrais faire dans 2 semaines aussi, les employés sont un peu partout. Et on s'assure qu'ils vont recevoir, on va utiliser le Starter Kit dans ce cas-ci, mais les mêmes Lego de base pour pas qu'il y ait une compétition au niveau des Lego. D'accord? Donc, je vais m'arrêter ici. Je pourrais parler super longtemps. J'espère que j'ai répondu aux questions. Peut-on faire du Lego Service à 24 participants et les kits sont-ils fixes? Oui, on peut faire des Lego à 24 participants. Le plus gros atelier que j'ai eu à animer, c'était 110 personnes. Mais c'est comme j'ai mentionné, c'était des tables qui étaient sous-séparées. J'avais identifié des facilitateurs maison que j'avais préformés avant. Et là, j'animais, je passais. Ça demandait un peu plus de logistique. Il y a un peu moins de flexibilité, mais c'est possible. Sauf qu'on ne peut pas être 24 autour d'une table puis faire parler tout le monde, parce qu'imaginez, on pose une question, 24 personnes, 2 minutes par personne, une question va prendre 1 heure, puis on perd l'intérêt. J'ai déjà fait des ateliers à 15, ça commence à être limite. Mon chiffre magique, moi, c'est entre 8 et 12. Je trouve que c'est vraiment l'équilibre, personnellement, que j'aime le plus quand je suis seul à la table. Et là, on peut vraiment relancer les gens, faire des liens et jouer vraiment le rôle de facilitateur. Quand on passe ce chiffre-là, on peut le faire, puis on l'anime un peu différemment. Puis ça demande aussi beaucoup plus de Lego. Dans le cas de l'atelier à 110 personnes, c'est l'entreprise qui avait acheté 110 starter kits. Donc, c'est les centaines, les milliers de dollars, c'est pas moi qui les avais investis. C'était la compagnie, mais c'est faisable. Donc, c'est des cadeaux aussi qu'ils ont donné à leurs employés. Bref, tout est faisable, Ouais. avec des limites et inconvénients. Aujourd'hui, on a 2 questions qui ont été posées par les participants aujourd'hui. Oui. Et voilà. Donc, je pense que c'est des questions techniques concernant des éléments que tu as partagés tout à l'heure. OK. Je te laisse les découvrir. Donc, je vais dans la section résolue, c'est ça? Non, À vous quel ne endroit voyez se pas trouvent les questions? Ou dans la partie j'ai, conversation? Ou je l'ai affiché. Ah, là, désolé, je cherchais dans la... Ah, c'est super. Ah non, Désolé, je on est regardais mon écran de compte. on a des connexions qui coupent tout le temps. OK. Alternativement, Mathias ou moi, heureusement pas en même temps, mais on arrive quand même à suivre et à insérer Génial. les questions au fur et à mesure qu'elles arrivent. Quelle est la différence finalement entre un simulation-based training et le système Lego Serious Play, je suppose ici? Simulation-based training, c'est un terme qui est utilisé en fait. Je pourrais vous envoyer, il y a un article qui avait été publié qui est devenu un peu la base. C'est de créer un environnement synthétique, donc une représentation d'activités qu'on fait dans la vie réelle, mais dans un cadre pédagogique dans une classe, en fait. Donc, par exemple,
pour faire apprendre Scrum aux étudiants. On a pris l'idée on fait construire aux étudiants des maquettes de sites olympiques. Et donc, on a préparé des user stories, donc qui décrivent en fait les besoins, les besoins de différentes parties prenantes par rapport à des infrastructures. On leur donne et on leur fait faire 3 sprints pour ceux et celles qui sont habitués avec la méthode avec Scrum. Et donc, c'est sur 3 heures. Les sprints, grosso modo, ils vont avoir 5 minutes pour le sprint planning. Ils ont 7 minutes pour le sprint. Donc, ils construisent pendant 7 minutes. Après, ils font 5 minutes de rétro et 5 minutes de review. Par la suite, on prend 15 minutes en groupe pour faire de la rétroaction. Et donc, ça, on essaie de représenter les dynamiques qu'on pourrait avoir dans la vie réelle, mais en classe. Donc, ça, c'est un simulation-based training. Et le système ici, je ne sais pas par rapport à quel système on parle. C'est Axel qui a posé la question. Donc, si on peut lui ouvrir le micro, si elle est encore là, et si elle veut, elle a 30 secondes pour préciser sa question. Qu'est-ce que je voulais dire? Ça a beaucoup répondu, effectivement. Et quand je parlais de système, c'était le système que l'on a en méthode LSP. Et en fait, lorsqu'on a eu l'exemple raconté au début de la session, je trouvais que ça ressemblait vachement à un système, parce que moi, je m'en étais servi un peu de cette façon-là, c'est-à-dire pour simuler une réalité. Mais je ne sais pas si j'avais bien fait. Moi, je suis facilitateur juste depuis un peu moins de 2 ans. Je n'ai pas autant d'expérience encore que vous tous, mais je m'amuse bien avec cette méthode. Donc voilà, c'était juste pour avoir ça. Et là, la réponse, l'explication, oui, me répond bien à ma question. C'est-à-dire que le système est effectivement un peu différent en ça du simulation-based training. Puis effectivement, surtout quand on commence, moi je me rappelle les premiers ateliers Lego Serious Play, je respectais la méthode exactement, puis je la respecte encore essentiellement, mais j'ai un peu plus de flexibilité. On prend des aisances, on devient plus confortable par rapport à facilité. Et donc, ça, c'est quand je fais des ateliers en organisation. Puis quand j'arrive en classe, en fait, j'ai accès à plein de Lego. Et là, c'est l'imagination ici de voir différentes techniques, puis de reprendre des éléments qui fonctionnent bien. C'est pour ça que des fois, j'ai combiné en fait différentes techniques. Donc, merci pour la question. Puis l'autre question, donc pour le design, l'interface Lego permet d'avoir des détails plus riches, mais la différence n'est pas significative en comparaison des post-it, c'est bien ça? En fait, c'est en termes de nombre d'idées, si on les compte, parce qu'on demandait aux étudiants de pointer les participants, il y avait des étudiants et des participants, de pointer les. On est arrivé à peu près au même nombre, mais c'est dans la richesse de la description. Puis il ne faut pas oublier qu'on est dans la phase d'idéation. Donc, ce que ça permet de faire, ça donne des descriptions beaucoup plus importantes sur les caractéristiques de l'interface, mais aussi la mise en contexte. Et dans la discussion qui en suit, on couvre beaucoup plus large. Donc, la différence, oui, il y a une différence significative entre les post-it et l'utilisation des Legos. Plus difficile d'utiliser les Legos pour partir parce que les gens ne sont pas habitués, mais une fois qu'ils comprennent et qu'ils voient la puissance, ça ressort dans les échanges puis dans ce qui suit par la suite. Et donc, là, ce n'était pas la méthode Lego Serious Play en tant que telle, mais c'est la même chose qui se passe lorsqu'on fait des ateliers Lego Serious Play. Les gens, au début, c'est pour ça le skill building, il y a des gens qui ne sont pas à l'aise, on leur donne confiance, puis ils se rendent compte que c'est puissant, ils peuvent construire, ils peuvent se tromper, c'est pas grave. Et là, ils se mettent à raconter des choses et des questions, et c'est la richesse des conversations, des idées qui peuvent émerger, qui est la force, je pense, derrière cette méthode-là. On propose à ceux qui veulent continuer la conversation de rester s'ils veulent, mais on va quand même libérer les autres. Mais avant de libérer ceux qui avaient calé pile poil 7 à 8, on va vous présenter les dates des prochains intervenants. Et donc, le prochain intervenant parlera effectivement de Scrum, de Sprint, de Agile, et il va même nous l'illustrer en direct parce qu'on a une petite vidéo qu'on va vous montrer de 2 minutes. C'est lui qui va se présenter et c'est Marc qui sera avec nous le 16 décembre de 19h à 20h, et je te laisse l'écran, Nadia. Et c'est le moment de faire donc du teasing et on va, hop, je vais vous afficher l'écran et vous me direz si vous n'entendez pas. C'est parti. Bonjour tout le monde, je suis Marc Van Dijk.
Je suis un consultant et formateur agile et aussi un facilitateur en Lego Series Play. Et en tant que consultant agile, j'utilise Lego Series Play dans le monde agile. J'apprends les professionnels les règles de Scrum. Scrum qui est le framework agile le plus répandu au monde. Mais pour réussir en Scrum, ce n'est pas assez de juste suivre les règles. Il faut plus, il faut avoir l'esprit agile, l'esprit d'équipe, comme on dit. Et pour développer cet esprit d'équipe, j'organise aussi des ateliers Management 3.0 et Lego Series Play. Alors, trouver des solutions, des réponses à des questions à travers des briques Lego, ça c'est ma méthode préférée. Mais la méthode Lego Series Play n'a pas de valeur s'il n'y a pas de problème à résoudre. Et donc, dans le monde agile, en Scrum, j'utilise Lego Series Play lors des rétrospectives et aussi pour stimuler la collaboration collective des équipes. Donc, si vous voulez savoir en plus comment utiliser Lego Series Play dans le monde agile, joignez-nous dans notre série de webinaires sur Lego Series Play dans le monde professionnel organisé par Brick autour du monde. J'espère à bientôt. Et voilà, c'était les teasings des Marc. Merci Marc, on a hâte de découvrir aussi ton intervention. Donc, pour ceux qui peuvent rester, donc on prend encore quelques minutes pour répondre aux questions. Sinon, pour les autres, on vous attend donc les 16 décembre. Et pour quelqu'un, j'ai vu des commentaires, j'ai vu passer le commentaire Lego for Scrum. On n'avait pas imaginé, on n'a pas pensé faire une session express sur Lego for Scrum, mais si effectivement il y a des personnes qui sont intéressées, on pourra trouver un spécialiste qui viendra à l'intérieur du cadre Brick autour du monde faire une parenthèse Lego for Scrum. Ouh, Marc Van Dijk, celui qui répond avant même la question, il a répondu moi. Très bien, Marc. Alors, prépare-toi effectivement à l'intérieur de ce que tu vas dire. Aussi, tu parleras de Lego for Scrum et pas seulement de la méthode Lego Series Play. Super. Donc voilà, je vois qu'il y a dans la question-réponse, ce n'est pas vraiment une question, j'ai l'impression que c'est une remarque. Donc c'est effectivement... on est bien d'accord que ce ne sont pas les Lego qui offrent le droit à l'erreur, mais bien l'animateur et le climat de bienveillance qu'il instaure. On est bien d'accord. Oui. Comment Mais on c'est a bien qu'il d'accord. Oui, pardon. y a le fait aussi que dans un cadre de jeu, c'est naturellement plus facile d'accepter l'erreur que dans un contexte professionnel où souvent il y a des attentes, des objectifs. Donc oui, c'est le climat, mais juste les Lego, le fait de jouer facilite le droit à l'erreur. Tout à fait. Et puis, je rajoute aussi, ce n'est pas les briques Lego qui font la méthode Lego Series Play. Voilà. Non, non. Ce n'est pas effectivement, c'est ce qu'on disait clairement lors de notre premier webinaire où on a expliqué les fondements et on a expliqué surtout ce que c'est et ce que ce n'est pas. Et ce n'est pas le fait de mettre des briques au centre de la table et de jouer avec les briques que l'on fait de la méthode, on joue avec des Lego, mais on n'utilise pas la méthode Lego Series Play qui est vraiment une méthode d'approche, de résolution de problèmes. Comme dirait Marc, s'il pouvait intervenir en direct, il dirait « il n'y a pas de Lego Serious Play s'il n'y a pas de problème à résoudre ». Donc effectivement, c'est une méthode riche si elle est utilisée en suivant un certain nombre de règles. Voilà. Donc, il y avait un commentaire, je sais que Nadia a fourni une réponse, là. Les Legos sont des supports ludiques. La question, c'est est-ce que les Legos est un jeu? Puis non, effectivement, c'est un support ludique. Et je trouve que la distinction,
désolé, en anglais est plus clair entre jeu et jouer. Play et game, c'est deux choses. Quand on parle de gamification, c'est qu'on a des règles, des incitatifs, des mécanismes de compétition, de pointage, des structures qui amènent les gens pour un certain comportement, alors que le Lego, c'est vraiment le fait de jouer, de play, donc d'avoir du plaisir, être dans le moment, détaché d'objectifs et de pression. Et c'est ça, là, la grosse différence. Le Lego en tant que tel, l'objet physique, il devient un prétexte pour créer cet environnement-là. Donc, ce n'est pas un jeu en tant que tel dans le terme de gaming. Alors, il y a encore une question qui arrive dans les questions-réponses. A-t-on besoin d'être certifié pour appliquer la méthode LSP? Qui est invité à répondre? Moi, je ne répondrai pas à ça, mais parce que je partage pas, je ne suis pas consultant, mais idéalement, oui, en fait. C'est la certification, il y en a qui vont vous dire que non parce que c'est open source et tout, mais pour pouvoir utiliser les techniques d'application, oui, il faut être certifié. Il y a l'association des masters, comment on les appelle? Master trainers. Master Trainer, qui se trouve partout sur la planète. Et cette formation-là permet d'expérimenter, d'avoir du feedback, de maîtriser, d'avoir le droit aussi d'utiliser par la suite. De plus en plus de gens reconnaissent ce genre de formation-là. Fait que oui, il y a le côté représentation, mais il y a beaucoup ce qu'on va chercher dedans. Même s'il y en a qui vous disent « Ah, moi, je l'utilise sans être formé », il faut avoir des doutes parce que j'ai vu certaines personnes, du moins ici dans mon coin de monde, utiliser ça un peu tout croche, un peu de façon bancale, et ça donne des mauvaises réputations et des mauvais résultats surtout. Donc, c'est pour ça que oui, je pense qu'il faut définitivement être formé. Non? Et Même je suis Simon, pas. pardon. Oui. Non, vas-y, Mathias. Et Simon, toi, tu es professeur, hein, donc tu sais bien 4 jours hein, et la formation des master trainers, ce sont 4 jours et ça, là, pendant les 4 jours, ce sont à peu près 40 heures. Donc, Ouais. c'est vraiment beaucoup qu'on apprend hein, pendant cette période. Ouais. Et On fait vraiment. Pardon. Non, on fait vraiment le tour et donc, moi, c'est par la suite que je me suis rendu compte de la profondeur de ce qu'on va faire. C'est une fois que tu te mets à l'utiliser, puis les petits détails que tu apprends à travers ça, là, après, tu te fais à la main, mais ce que j'ai appris, je l'applique encore à peu près tel quel parce que c'est efficace. Oui, moi je voulais juste rajouter aussi quelque chose. On est dans la facilitation tout court, au-delà des briques Lego, et comme toute technique de facilitation, en fait, ça se modélise en observant faire des personnes plus expérimentées et en l'expérimentant soi-même. C'est un peu comme les jeux, en fait. C'est très difficile de les raconter un jeu quand on ne l'a jamais vécu. Donc, prenons ça comme exemple, c'est un peu la même logique. C'est très difficile de les faciliter quand on n'a jamais facilité et surtout quand on n'a jamais vu faciliter. Et donc, on n'a aucun point d'appui au point de départ, en fait. Ça, et puis, je voulais ajouter aussi que la formation, certes, elle dure 4 jours et demi, enfin à peu près 40 heures de formation, mais après cette formation, en fait, s'ouvre la possibilité de continuer de se former, de continuer de se former entre pairs. Mathias, vous avez lancé avec Daniel et en Italie, avec Michael en Néderlande, et Pakis a un événement, enfin une initiative qui est un petit peu du co-développement entre facilitateurs Lego Serious Play. Donc pour l'instant, vous êtes en train de le tester en Allemagne, en Italie et au Pays-Bas et Brésil. Brésil. Mais peut-être qu'on pourra le faire arriver en France aussi. Donc, il y a plein d'initiatives. Il y a cette initiative que l'on est en train de mettre en place parce qu'on se connaît. On s'est rencontrés à Billund, on a échangé. Donc, il y a ça aussi, que quand on fait des formations, quand on suit des formations, et notamment celle-ci qu'on a tous suivies, ben, on crée des liens qui nous permettent de collaborer. Nadia et moi, on a déjà travaillé ensemble. J'ai déjà travaillé avec Patrice qui était là. Donc, c'est ça aussi, c'est que ça permet vraiment de générer un réseau, de ne pas être seul, parce qu'on est dans un métier où souvent, finalement, on peut être la solitude du facilitateur, même si on est face à plein de gens, face à des clients, mais quand on construit, quand on réfléchit, on est souvent seul.
Et c'est bien de ne pas se sentir seul, justement, et de se sentir appuyé par une communauté qui, voilà, des personnes, Mathias est en Allemagne, mais il parle très bien français. Et donc, de temps en temps, il peut aussi nous donner son regard sur un filage, sur un atelier, sur un cas client. Donc, la formation, ce n'est pas juste une formation, c'est aussi de rentrer dans un réseau et dans une belle communauté. On vous dit au 16 décembre, merci d'être restés avec nous autant. Bon appétit pour ceux qui n'ont pas mangé. Et un grand Bon merci. Simon, si tu n'as pas mangé non plus. Un grand merci à Simon. C'est cool. Vraiment, là, je reviens la prochaine fois. Avec plaisir. Merci. À bientôt. Merci Bye. à tous. À bientôt. Bye.